Merci beaucoup. Merci à Alice et puis merci à toute l'équipe du festival pour avoir organisé cette rencontre dont je suis très très heureuse parce que ça nous donne l'occasion de parler d'animaux avec Anne qui s'y intéresse du point de vue de la littérature et moi du point de vue du cinéma. Et je suis très heureuse aussi de revenir à Corsica Dog parce que j'étais venue une première fois il y a 4 ans, je crois, ou 3 ans. Et déjà pour parler d'animaux et de certains films qui sont programmés à nouveau cette année, comme Grizzly Man de Werner Herzog. Alors rapidement, donc se présenter. Donc rapidement, moi je travaille sur l'animal plutôt dans le cadre de mes activités de chercheuse. Et plus largement, je travaille sur la question du non-humain ou des autres qu'humains. Donc ça peut inclure aussi bien les aliens, les intelligences artificielles, les androïdes, etc. Et donc ma perspective, elle est multiple, mais disons que ce qui m'avait amené jusque chez Wiseman, c'était la façon dont il détournait complètement toute une tradition du film animalier ou du nature film en anglais vers quelque chose qui était son envers, c'est-à-dire Wiseman ne s'intéresse pas aux animaux dans leur milieu naturel. Et de ce point de vue, je trouve très intéressante la bande-annonce du festival cette année parce qu'elle représente plutôt des animaux sauvages dans leurs environnements naturels et que chez Wiseman, on a vu qu'on est plutôt dans tout le contraire de ça en fait. On est dans des espaces où les animaux sont parqués, enfermés, tués, transformés, manipulés, dénaturés en tout cas, ou coupés de tout lien avec le monde naturel. Et c'est ça, je pense, qui m'intéressait dans l'approche des animaux par Frédéric Wiseman. Voilà, peut-être j'introduis rapidement un peu le propos et je te laisse ensuite la parole pour te présenter. Peut-être il y a 2 choses que je voulais poser d'emblée. C'était d'abord le rapport de Wiseman à la littérature, et l'intérêt d'en parler aussi avec quelqu'un qui est spécialiste de littérature, parce qu'on a souvent associé Wiseman à une tradition qui est celle de la sociologie. On l'a beaucoup associé, par exemple, à l'école de Chicago et à la sociologie interactionniste de quelqu'un comme Erving Goffman. Et il s'est beaucoup défendu contre ça en disant que lui, il faisait pas de la sociologie, que ça l'intéressait pas d'enquêter sur la vie des gens, que d'ailleurs il faisait pas d'entretien comme le ferait un sociologue. Et effectivement, si vous connaissez son cinéma, et vous l'avez peut-être vu là ces jours-ci, il n'y a pas d'entretien dans les films de Wiseman, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas non plus de voix off. Enfin, il y a tout un dispositif qui est plutôt en retrait, même s'il y a une forme d'engagement par ailleurs, et notamment par le cadrage et le montage. Et beaucoup par le montage. Et peut-être qu'en fait, il faudrait plutôt rattacher Wiseman à une autre tradition qui est celle de la littérature et notamment celle du roman. Et ça, c'est une chose dont je serais contente de discuter avec Anne, c'est-à-dire la façon dont finalement Wiseman est un observateur des sociétés humaines, de ses contemporains, un peu, par exemple, comme pouvait l'être Balzac ou toute une tradition romanesque du 19e siècle. Peut-être que d'ailleurs le documentaire chez Wiseman, c'est l'héritier du roman réaliste. C'est une question que j'aimerais bien aborder avec toi, Anne. Et la deuxième chose, qui est aussi la raison pour laquelle on est toutes les deux ensemble aujourd'hui, c'est les animaux qui sont un ensemble un peu singulier dans le corpus des films de Wiseman, parce que si vous connaissez un petit peu la filmographie de Wiseman, vous savez que c'est un cinéaste qui travaille plutôt autour des cultures humaines et qui s'est beaucoup intéressé aux institutions humaines, que ce soit des lieux très identifiés comme une prison, un hôpital, un lycée, un camp d'entraînement, ce que vous voulez, une bibliothèque, une université, etc. Ou bien que ce soit des institutions moins fermées comme un quartier, une ville, des relations entre des personnes. Et donc, ce qui est souvent le nœud des films de Wiseman, c'est la parole. C'est la façon dont chacun des films déploie comme ça des espaces de parole qui deviennent des véritables petits théâtres sociaux, quoi. Il
Il y a toute une mise en scène de la parole par les protagonistes des films de Wiseman. Et il s'y joue beaucoup de choses dans ces échanges. Même dans les monologues, je pense à ces monologues extraordinaires de welfare, par exemple, dans un service d'aide sociale. Et ici, avec des animaux, c'est plus compliqué parce qu'évidemment, les animaux ne parlent pas. Ou en tout cas, s'ils communiquent, c'est pas à travers le langage. Donc il y a autre chose qui se joue dans ces films à partir d'un silence qui est le silence des animaux. Et il me semble que c'est une manière intéressante d'entrer dans le cinéma de Wiseman à partir de ce silence et de voir comment finalement l'animal, pour Wiseman, est jamais filmé véritablement pour lui-même, mais plutôt comme un miroir de l'humain et un miroir qui réfléchit au fond à ce qu'est l'humanité. Donc voilà, c'était un peu deux premières propositions pour entrer dans cette discussion. Et je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc effectivement, moi je suis un petit peu un électron libre parmi vous, puisque je ne suis pas spécialiste de cinéma. Je suis très heureuse d'être là parce qu'on va voir que la zoopoétique, je vais revenir un petit peu sur ce terme, elle peut tout à fait caractériser le cinéma de Wiseman. Et donc il faut qu'on entende un petit peu peut-être qu'est-ce que signifie la zoopoétique. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis maintenant plus de 25 ans. Alors on entend zoion, que vous pouvez traduire par un être doué de mouvement. Hein. On dit souvent ce qui est vivant, ce qui est doué de respiration, mais c'est d'abord avant tout le zoion, ce qui est doué de mobilité, de mouvement. Et tout de suite, on se demande, mais est-ce que les animaux, par exemple de zoo ou surtout de primates, font partie du zoion? Et comment est-ce que la caméra va rendre leur animalité, leur animation, leur motion en quelque sorte, et leurs émotions du coup, vous voyez tous ces termes autour desquels je joue, à ces animaux qui sont encagés, ou pour les animaux de mythe, qui sont enfermés dans des boyaux, qui sont une sorte de mise en abîme de leurs propres boyaux qui seront éviscérés. Donc il y a ça, le zoion, qu'est-ce que c'est dans les films de Wiseman? Dans poétique, vous entendez le vieux verbe poiein, faire, fabriquer. Donc tu as parlé de fabrique de l'humain, ça va être tout à fait passionnant de se dire comment l'animal est fabriqué, certes de façon obnubilante et omniprésente par les ouvriers de mythes, par les chercheurs de primates, etc., bien sûr par la fabrique génétique des étalons et des pur-sang dans Racetrack. Donc il y a cette fabrique-là, il y a la fabrique cinématographique de cet écho, de ce reflet entre hommes et bêtes qu'on voit tout le temps. Je ne vais pas anticiper sur les lieux, mais j'étais très heureuse que tu parles d'un dispositif théâtral, parce qu'il est évident qu'il y a chez Wiseman toujours une charnière que sont les barreaux, en quelque sorte. Ça peut être des barreaux de cage ou des barreaux, des portes, on y reviendra. Et donc, finalement, voilà, qu'est-ce qui se dit dans ce face-à-face avec ces animaux qu'on voit très souvent de face, hein, d'ailleurs, donc dans une tradition du portrait. Voilà pour la zoopoétique. Il y a autre chose, hein. La zoopoétique, c'est pas seulement la littérature, les arts, le cinéma qui portent sur les animaux. C'est aussi l'idée que les vivants, les animaux eux-mêmes, alors on dit aujourd'hui, ont une agentivité. J'aime pas du tout. Dès qu'un terme est trop employé, il est absolument plus intéressant. En tout cas, qu'est-ce que fabriquent les animaux comme sens, est-ce qu'ils émettent tout le temps des signaux? Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de la communication? Il y a toute la question chez Portman, dans la forme animale, d'apparence inadressée. Ce qui voudrait dire que, par exemple, il y a de nombreux animaux qui ne sont pas tout le temps en train d'émettre des signes pour dire je fais ma parade, je suis un ennemi, je vais attaquer, je suis un gentil, etc. Mais aussi, tout simplement, les animaux présentent en quelque sorte leur propre façon d'être, et je dirais même leur beauté, très souvent. Qu'est-ce que cette beauté, qu'est-ce que cette présentation de soi a à faire avec les films de Wiseman quand la présentation d'eux-mêmes est imposée?
On pourra peut-être évoquer Jean-Christophe Bailly, le visible et l'invisible, le visible et le caché, l'idée que dans un zoo, il faut un espace de retrait et de dissimulation. D'accord ? Voilà, donc moi, c'est un peu tout ça qui m'intéresse en termes zoopoétiques et évidemment en termes d'image et de montage et de cadrage qui m'a fascinée chez Wiseman. Et puis, tu m'avais demandé peut-être, mais je ne sais pas si c'est le moment, est-ce qu'il y avait quelques points ? Oui. Elle m'a dit, donc Alice me disait quels seraient ce qui m'a le plus frappé quand j'ai vu et revu les films de Wiseman sur l'animal, et je me suis dit que je n'allais pas réfléchir. Vous voyez, j'ai mis quelques mots comme ça. La première chose qui est évidente, c'est la question de la cruauté, du cruor. Alors, le cruor, c'est le sang qui s'écoule normalement, contrairement au sanguis, qui est le sang de la vie qui tourne. Et donc, là, on a du cruor dans Mythe, mais on n'en a pas tout le temps. Et pourtant, il y a de la cruauté partout. La deuxième chose qui m'a fascinée, c'est l'humour. Et là, voilà. Moi, il y a un mot qui me vient. Il y en a un, je sais que ce sera le tien, ce sera l'ironie, évidemment. Moi, il y en a un autre qui me vient, c'est le burlesque. Et donc, on pourra travailler un peu cette histoire-là. Le troisième terme qui m'est venu très évidemment, c'est le dispositif. Avant même la question du regard, le dispositif dans le dispositif. Donc, tu as parlé de cadrage, et je crois qu'on pourra donner des exemples très précis de la mise en abîme de la caméra, du regard, de l'orbite même, dans les images qu'on peut voir. Et le quatrième, j'en avais un quatrième. Attendez. Hop. Oui, le rythme, pardon. Et ça, je ne veux pas trop anticiper non plus sur les procédés. Les lignes, les cercles et le mouvement, tout le temps. Je trouve qu'on a tout le temps une alternance entre une immobilisation de l'image, qui est obnubilante au sens où elle est obsédante. Obnubilée, ça veut dire être aveuglé par une nuée, littéralement. Et je pense qu'il y a dans les films animaliers, entre guillemets, de Wiseman, il y a une image sursaturée par la dureté, par une telle dureté d'ailleurs qu'on est obligé de fermer les yeux. C'est le propre de l'obscène. Voilà, il y a des scènes qu'on ne peut pas voir, qui ne peut pas être. Et on reviendra sur les ouvertures des corps, etc. Et à côté de cette image quasi fixe de portraits animaux de temps en temps qui nous regardent dans les yeux, il y a toute la valse des camions, des trains, etc., de l'Amérique des années 60, 70, etc., jusqu'aux années 90. Voilà. Mais d'ailleurs, une manière d'entrer plus précisément dans les films, ce serait à partir des lieux. On s'était dit qu'un bon point de départ, ce serait les lieux. Parce qu'en fait, Wiseman filme des lieux très précis. Par exemple, il ne s'intéresse pas du tout à quelque chose qui est très présent dans l'imaginaire culturel américain, qui est ce qu'on appelle la wilderness. Il ne s'intéresse pas du tout aux grands espaces, à ces derniers territoires sauvages de l'Amérique qui ont pourtant fasciné toute une histoire du cinéma de fiction, mais aussi documentaire américain. Et lui, c'est pas du tout les espaces qu'il va filmer. Au contraire, on peut dire qu'il filme un petit peu le hors-champ de ces espaces-là. C'est-à-dire, il filme les mondes industriels dans lesquels les animaux sont pris au piège des êtres humains. Donc, il filme l'abattoir, le laboratoire de primatologie, le zoo, qui tous les trois sont des inventions de la deuxième moitié du 19e siècle et du début du 20e siècle. Alors le champ de course, c'est un peu différent, mais on pourrait dire que d'une certaine manière, parce que des champs de course, je connais pas bien l'histoire des champs de course, mais je pense qu'il en existe au moins depuis le XVIIe siècle. Mais par contre, cette espèce d'obsession du pur sang, de la race, de la fabrique de la race, ça, c'est vraiment quelque chose qui apparaît au XIXe siècle. Donc on voit bien que toutes ces institutions-là, tous ces espaces-là, ils ont à voir aussi avec une certaine histoire de la modernité, qui est une modernité occidentale, industrielle, impérialiste aussi, et qui sont des lieux dans lesquels finalement l'animal n'est plus lié à un milieu naturel, mais il devient une sorte d'être contre nature, quoi.
Et peut-être pour en parler, il faudrait revenir au début de chaque film. Alors on pourrait s'amuser à déplier l'ouverture de chacun des films. Celle qui nous avait semblé pour ça la plus éloquente, c'était l'ouverture de Meet. Vous vous souvenez voilà, les tout premiers plans voilà. Et là, on pourrait être dans un western. Hein. On pourrait être dans Red River avec John Wayne et Montgomery Clift en train de surveiller leur troupeau. On a ces 2 cow-boys qui surveillent les pâturages. Et puis, au début, on est dans cet imaginaire de la wilderness. Et puis, rapidement, en fait, par un jeu de cadre et de montage, on bascule dans un univers presque concentrationnaire, puisqu'on arrive dans cet abattoir qui ressemble à une usine de mort. Et le titre s'affiche après ce prologue, et l'ombre du T de Meet dessine comme une croix gammée. Donc il y a toute cette référence concentrationnaire qui... alors Wiseman n'est pas le premier, évidemment, à faire le lien entre le monde de l'abattoir et l'univers concentrationnaire. Au cinéma, on pense évidemment au film de Franju qui a le plus évidemment mis en relation ces 2 univers. Mais n'empêche que c'est une référence qui continue d'habiter son film. Peut-être moins, d'ailleurs, vous vous souvenez, chez Franju, c'est plus dans le rapport aux commentaires écrits par Jean Quérol. Ici, la relation entre les deux, elle est moins explicite, et je pense qu'elle se joue plus sur le rapport à la déshumanisation de cet univers d'employés de bureau, d'obsession des chiffres, de rythme permanent de la production, de la chaîne d'abattage, etc. Ça se joue moins sur la violence et l'assimilation des troupeaux à des êtres humains, à des condamnés, qu'à cette espèce d'ultralibéralisme d'une industrie de la mort, quoi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être sur le monde de l'abattoir et Oui, alors déjà aussi, il y a la fin de Meet, hein, qui est assez extraordinaire, parce qu'on a la boucle qui est bouclée, d'une part entre le zoion, l'animal en motion, les bisons qui sont en fait déjà exterminés, j'allais dire, donc qui sont une image rémanente déjà, qui sont une espèce d'image fossile, si je puis dire, et une sorte de clin d'œil culturel que fait Wiseman déjà à une extermination, qui est celle aussi donc de toute une culture des Indiens, etc. Et puis la fin avec ce camion qui vient exactement s'emboîter dans un carré duquel sortent des cartons extrêmement propres, dans lesquels sont des steaks emballés dans du plastique. Et donc c'est très intéressant ce que tu as dit sur ces humains au téléphone, voilà, en train de négocier des prix de vente et d'achat de viande. Et il y a toute une réflexion sans doute à mener sur la place de la souillure, du sale et du propre, justement dans l'ensemble de ces 4 lieux dont tu as parlé, qui sont tous des lieux d'épouvante, même le zoo d'une certaine manière, hein, et c'est pas... Et donc, voilà, il y a toujours des nettoyages, il y a toujours de l'eau qui coule. On reviendra sur les hiérarchies sociales, mais à un moment dans Meet, il y a la bonde, moi, ça m'a toujours frappé. Hein. Il y a une sorte de cruauté des objets chez Wiseman, et dans Meet, il y a un seau rond, toujours comme l'orbite aussi, cette bonde qui aspire notre regard avec l'eau qui s'écoule, et ensuite on a affaire à des crochets, etc. Donc les objets, en quelque sorte, parlent d'eux-mêmes. Ce qui est très intéressant dans ces 4 lieux évoqués, c'est le rapport qu'on peut faire avec la littérature. On s'est demandé avec Alice quels étaient les lieux qu'on retrouve notamment dans les romans. Hein. Bon, on pourrait parler de poésie aussi. Il est évident, par exemple, que l'abattoir et l'élevage industriel sont un lieu littéraire par excellence. L'abattoir, on va le trouver dès le 19e siècle avec Théophile Gautier, voilà, quand il va dans les faubourgs à Montfaucon, où il y a toutes les carcasses de chevaux notamment. Léon Bonnef, les frères Bonnef vont écrire un livre qui s'appelle Aubervilliers. Il y a tout un courant socialiste qui va mettre en relation
l'élevage industriel ou l'abattoir et le travail à la chaîne et la souillure et la difficulté avec la souffrance animale, mais surtout la souffrance des employés. Par exemple chez Upton Sinclair en 1906 dans la jungle, il y a des animaux au départ et après, pendant tout le roman, il n'y en a plus, à part de temps en temps un bout de saucisson. Mais c'est vraiment ce qui l'intéresse en tant que socialiste, c'est l'humain. Ensuite, je vais avancer un peu vite, mais Berlin Alexanderplatz 1929 de Alfred Döblin, au centre du roman, à la charnière du roman, on a 3 chapitres qui ont des titres bibliques, qui nous montrent qu'on rentre, comme dit Döblin, dans la métaphysique en entrant dans l'abattoir, on rentre dans la théologie, comme il dit. Et donc là, on est le Franz Biberkopf, qui est un errant, qui est un peu un symbole d'une Europe qui est en train de s'effondrer. On rentre dans les abattoirs de Berlin, et là, il y a des scènes insoutenables qui sont extrêmement proches de Franju. Je suis persuadée que Franju avait lu ces passages-là de Döblin. Je vous conseille encore, je crois que c'est en 1930 ou 1931, un livre de Georges Duhamel, qui est un écrivain bien trop oublié, Scènes de la vie future, sur ce qu'il appelle l'omnipotente porcocratie américaine. C'est un texte extraordinaire sur l'Amérique, qui est encore valable, je dirais, aujourd'hui. Donc, je vous recommande notamment le chapitre Royaume de la mort, qui parle des abattoirs de Chicago et de la démesure. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle tout à l'heure, de comment filmer des milliards de souffrances, comment filmer le capitalisme, comment l'incarner en quelque sorte. Ça, on pourra y revenir en termes de procédés techniques. L'abattoir, c'est jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il n'y a plus une seule année, une seule rentrée littéraire en France sans qu'il y ait au moins 2 romans qui sortent sur la question règne animal de Jean-Baptiste Dallamo, Le chant du poulet sous vide de Lucille Ricot, 180 jours et l'instruction de Isabelle Sorante, 180 jours entre la naissance d'un porc et sa mort. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 180 jours alors que l'histoire nous est déjà dictée? Comment allez-vous faire du romanesque et du lisible avec le non-romanesque et l'illisible? Et ça, c'est aussi la problématique de Wiseman. Et tous ces auteurs et autrices sont obligés, et cinéastes sont obligés d'aller jusqu'à la limite de l'illisibilité et de l'invoyable, de ce qu'on ne peut pas voir parce que c'est trop souffrant. Donc, élevage industriel, voilà. Le laboratoire est aussi un lieu majeur de la littérature. Je pense, pour ne pas remonter trop, que la matrice du laboratoire d'expérimentation animale, c'est l'île du docteur Moreau de H.G. Wells. Là encore, de même que dans la quasi-totalité des films de Wiseman, on a un lieu insulaire, que ce soit l'asile psychiatrique, la prison ou le zoo. Il faut toujours que ce soit insulaire parce que ça lui permet d'avoir un dispositif évidemment scénique qui est extrêmement parlant en termes scopiques. Et donc l'île du docteur Moreau, c'est un immense laboratoire avec un autre laboratoire à l'intérieur qui est le lieu de la transfusion sanguine et de la vivisection. Tu as très bien dit qu'il y avait l'impérialisme et aussi toute une histoire de colonialisme derrière. Il y a dans le laboratoire d'expérimentation toujours l'idée que des humains ont été à un moment aussi la proie de tout ça, et c'est le cas un peu des Kanaks et des insulaires de l'île de Moreau. Et là, on retrouverait ensuite des fleurs pour Algernon de Keyes, on retrouverait Malaparte, la pelle et la peau de Malaparte, avec au centre du roman le chien Phébus, Phébo, il s'appelle Phébo, le soleil, qui est dans un laboratoire d'expérimentation animale. Le narrateur arrive et il ne comprend pas, il voit que des chiens, le ventre ouvert, et pas un son, pas un hurlement. Et en fait, ils ont les cordes vocales coupées. Et ça m'a fait penser à un certain silence des films de Wiseman. Et donc là, il y a tout le thème chez Malaparte de la crucifixion des animaux, de la crucifixion du Christ à travers la question de la vivisection. Et je dirais toute la question des aruspices et du dévoiement de l'aruspice antique, qui est revitalisé au XXe, XXIe siècle,
Hein, à part que, alors que chez Giono, les tripes nouées, quand on ouvre le ventre d'un homme ou d'un animal, continuent à parler du rapport de la vie et de la mort, chez Malaparte, ça ne parle plus que du chaos, du néant, de la Seconde Guerre mondiale notamment. Bon, je pourrais montrer qu'il y a d'autres labos chez Joyce Sorman. Le zoo, on en a beaucoup, mais je vais m'arrêter là peut-être. Non, je me demandais, toi qui es une spécialiste de Kafka, et Kafka et les animaux, il y a beaucoup de choses à dire, mais je me disais même sur le rapport au lieu, la colonie pénitentiaire, des œuvres comme ça qui vont chercher un peu les limites de l'humanité. Oui. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, que ce soit dans la colonie pénitentiaire, avec toute cette économie de la machine, hein, qu'on va retrouver chez Wiseman. Hein. Toutes les bandes-son de Wiseman sont une sonorisation du capitalisme et du productivisme contemporain. On retrouve ça chez Kafka, qui a eu un moment anarchiste, qui était très au fait de la colonisation, par exemple dans Souvenir de chemin de fer de Calda. Par exemple, Rapport pour une académie, où on a le singe Rode Peter qui est capturé au tout début au Ghana, dans la Côte d'Or, la Côte de l'Or. C'était une colonie britannique à partir de 1821, dans mon souvenir. Voilà, ce singe, c'est aussi un Africain, c'est aussi évidemment un juif, puisqu'il porte des stigmates, et notamment des stigmates soit de la marque de Caïn, la circoncision, etc. Donc il y a toute une série d'opprimés qui sont symbolisés, entre guillemets, mais j'aime pas ce terme-là, parce que Rode Peter reste un indécidable entre l'humain et l'animal. Et ce qui est assez fascinant, c'est que dans ce texte-là, par exemple, c'est comme si un des singes, des orang-outans ou des gorilles de Primate ou de zoo prenait la parole pour nous expliquer ce qui lui est arrivé. Et c'est ce que fait Rode Peter. Et donc l'académie scientifique à laquelle il fait sa conférence, comme je suis en train de vous la faire là, c'est aussi la cale du navire, c'est aussi la cage dans laquelle il va apprendre à devenir humain, parce que c'est la seule issue. La seule issue pour lui, c'est de devenir un humain. Et donc il va le faire en nous imitant dans ce qu'on a de plus propre, à savoir chier, cracher, se brûler, s'enivrer. Donc c'est par le bas corporel qu'il va devenir humain, et un humain un Européen moyen, nous dit Kafka. Ouais. Voilà. Le champ de course, ce sera plus social, c'est plus rare. Il y en a un, par exemple, dans Nana de Zola. Voilà. Et peut-être pour revenir sur ces rapports entre humains et animaux et la façon dont ils sont plus complexes, parce qu'évidemment, on pourrait avoir une lecture très littérale et se dire, voilà, toutes les souffrances que ces êtres humains infligent à ces animaux dans ces espaces-là. Or, en fait, très vite, le montage de Wiseman complexifie cette relation. Et ça, on pourrait le déplier dans chaque ouverture de film assez rapidement. Je pense au début de Primate, où on a tous ces portraits un peu honorifiques là, de grands savants, de Darwin et compagnie. Et puis, en contre-champ, ces portraits, au contraire, de prisonniers, hein, que sont les bêtes encagées, et la façon dont finalement, ce montage ici construit une forme d'opposition, mais qui va très vite être complexifiée par la façon dont les expérimentations sont introduites et font intervenir toute une chaîne de travail au sein du laboratoire, où la division des tâches obéit aussi à une très très forte discrimination sociale, raciale et de genre. Et la façon dont en fait, Wiseman laisse exister à l'intérieur de ces séquences des formes de domination sans jamais les commenter, sans jamais nécessairement venir les souligner par un effet de recadrage ou autre. Ça fait apparaître toutes ces dominations insidieuses qui sont à l'œuvre dans ces espaces. Et par exemple, dans Mythe, dont on parlait tout à l'heure, je trouve que c'est aussi très prégnant dans la façon dont on commence par introduire un espace qui est un espace concentrationnaire, industriel, terrifiant, d'abord par les valeurs de plan sur ces troupeaux de bêtes qui sont amassés dans des enclos pour être emmenés dans cette usine. Et puis ce montage comme ça itératif qui va procéder par une sorte de répétition infinie
des mêmes formes de tuerie, mais de tuerie industrielle, quoi. Et avec parfois des objets qui prennent des proportions complètement délirantes. Je pense qu'il y a cette espèce d'énorme pince coupante qui vient trancher des carcasses. Enfin, on arrive à des proportions qui sont proprement inimaginables. Et en même temps, dans ce montage itératif qui va aussi en s'accélérant, peu à peu, on comprend que les ouvriers eux-mêmes, ceux qui travaillent à la chaîne, sont pris dans cette mécanique insupportable et que du coup, la scission entre les hommes et les bêtes est plus aussi facile à dessiner. Il est plus aussi facile de faire la distinction entre les deux. Et on pourrait comme ça aller vers cette espèce de complexité des portraits de ces institutions que fait Wiseman, en montrant comment à chaque fois, par exemple, le chant contre chant ne suffit pas. Vous vous souvenez, le procédé cinématographique, par exemple, qui ouvre Zoo, c'est la figure du chant contre chant, puisqu'on est finalement dans un zoo où on a des plans sur les animaux, et puis le contre-champ sur les visiteurs qui sont presque tous équipés de caméscopes, d'appareils photographiques et qui sont là comme dans une sorte de petit safari familial en train de faire des images. Et en fait, très vite, cette mécanique du champ contre champ, elle va être un peu biaisée par le travail des soignants et des employés du zoo et la façon dont ils investissent eux aussi ces animaux sur le plan affectif, quotidien, à travers leurs gestes de travail et leurs gestes de soins ou de meurtre quotidien avec ces animaux. Donc il y a là une complexité aussi qui s'élabore à chaque fois. Oui, pour rebondir sur Primate, c'est très étonnant comme dès les premières paroles, bon, il y a d'abord deux hommes qu'on voit après avoir vu les primates. Bon, il y en a un qui dit à l'autre... oui, on parle de compagnonnage, etc. Et juste après, l'obnubilation du film, c'est sur la sexualité. La station debout aussi. Mais il y a vraiment en permanence ce chercheur barbu qui est très perturbant pour nous parce qu'ils sont tous babacool avec la pipe. Donc là, il a son espèce d'objet phallique en permanence à la bouche. Et il a une manière de poser des questions à la jeune scientifique qui lui est subalterne, qui fait des observations. Si on enlève justement l'idée qu'elle est en train de prendre des notes sur des copulations de gorilles et autres, ça devient un dialogue complètement délirant. Est-ce que vous avez noté... à quel moment il copule, est-ce que c'est la femelle qui a fait des avances, etc. On a presque l'impression qu'il est en train de commenter. Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point, au-delà même aussi de tout le côté social voilà, dont tu as parlé, il y a le fantasme qui s'introduit à l'intérieur des films de Wiseman. Il y a notamment ce fantasme sexuel que j'ai trouvé extrêmement prégnant dans Primate. Ouais, dans Primate, effectivement, c'est le cœur. En tout cas, on peut dire que dans le montage, la question c'est est-ce que c'est Wiseman qui, au montage, a retenu toutes ces expériences qui portent sur la sexualité des primates ou bien est-ce que c'est effectivement une recherche prépondérante à cette époque? Mais il y a vraiment un enjeu à montrer qu'il y a quelque chose dans ce laboratoire de Yerkes qui a à voir avec une histoire des sociétés humaines et une histoire des rapports humains, et notamment une histoire du patriarcat, en fait, des raisons pour lesquelles la domination masculine est complètement un fait culturel. Oui, avec cette soignante aussi qui est maternante, etc. Et elles sont parfois maternantes à des moments complètement terribles des films. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est à quel point il n'hésite pas à aller au-delà de certains tabous avec toute la question de la bestialité. J'ai un doctorant en ce moment qui fait une thèse sur la bestialité à la fin du 19e siècle. Donc dans les rapports de police et puis en littérature. Je parlais de Nana tout à l'heure, c'est passionnant là-dessus.
Et donc il y a toutes ces scènes très troublantes d'expérimentation sur le sexe des singes, et puis cette scène extraordinaire dans Zoo où on se retrouve avec une femme en train de laver le pénis d'un cheval, d'un étalon. Dans Racetrack. Oui, dans Racetrack, pardon. Où on est dans une scène où voilà, c'est pas de l'insémination, donc c'est un coït naturel entre guillemets, mais où le cheval est en permanence entouré d'humains qui lui tiennent les sabots, qui le poussent, qui le lavent, etc. Et il va donc très loin, à mon avis, dans l'effraction de l'intimité animale. Et on a bien vu hier dans le Rossellini qu'on a vu, India. Justement, il ne se permet pas de filmer une copulation entre l'éléphant et l'éléphante. On apprend juste qu'ils vont dans la forêt. Voilà, ils se meuvent dans la forêt et voilà, ils reviennent. Ils respectent leur pudeur. Voilà, voilà, ils respectent. Comment dire? Ouais, peut-être l'idée de laisser aux animaux leur part d'intimité, quoi. Mais ça a aussi à voir peut-être avec les contextes dans lesquels ces films sont. Alors peut-être aussi parce que Rossellini est du côté de la fable et qui nous raconte une histoire, alors que Wiseman ici est dans une autre démarche. Wiseman ici est dans une démarche, on parlait tout à l'heure d'ironie, et c'est un procédé très ironique de dénoncer cette fausse naturalité des animaux ici, c'est-à-dire que cette scène de Racetrack, au début de Racetrack, elle s'inscrit dans un moment où on vient de voir une jument mettre bas, et il y a un homme qui commente la scène en disant « comme la nature est belle ». Or, en fait, il n'y a rien de naturel dans cet accouchement, étant donné qu'on voit ensuite les techniques par lesquelles on produit ces pur sang, ces poulains de pur sang. Donc il y a ici toute une fabrique de l'animal, et de la sélection des races, etc. Toute une maîtrise du vivant en fait qui s'exprime ici dans ces gestes et qui est dénoncée, ou en tout cas qui est commentée ironiquement ici par le montage, uniquement par le montage, jamais par une voix off ou par un quelconque autre procédé. Et cette ironie-là, on la voit à l'œuvre, effectivement, dans une maîtrise du vivant qui passe par la sexualité, par l'obsession pour la sexualité et le contrôle de la sexualité, et puis par la récurrence d'un certain nombre de motifs qui sont les scènes d'accouchement et de mort, et la façon dont elles sont traitées dans ces lieux-là. Et un exemple qui est très prégnant, c'est l'accouchement du rhinocéros dans Zoo. Cette femelle rhinocéros qui met bas et qui donne naissance à un petit rhinocéros, qui est un événement dans le zoo, parce que la possibilité finalement de donner naissance à des animaux au sein du zoo, ça garantit de pouvoir avoir des animaux sans les acheter, sans avoir à les capturer, etc. Or, le petit rhinocéros ne survit pas. Il est mort-né, en dépit de toutes les tentatives de réanimation de la vétérinaire qui va jusqu'à lui faire du bouche à bouche. Donc c'est une scène extrêmement intense, cette séquence-là. Et une fois que l'animal est déclaré mort, il y a en miroir de cette scène extrêmement anthropomorphe, il y a une scène d'une cruauté absolue qui est la scène d'autopsie, où cette fois, en fait, on n'a plus affaire à des individus qui sont nommés, comme Shawnee, la femelle rhinocéros, mais on a affaire à un cadavre qui est dépecé sur une dalle de béton à côté de l'incinérateur et qui est traité vraiment comme un morceau de viande. Oui. Et d'ailleurs, où on nous dit d'ailleurs qu'il y a des morceaux qui vont être donnés à tel ou tel labo. Est-ce que tu es intéressé par les organes sexuels ou par tel aspect de cette rhinocéros? Ce qui est fantastique, c'est que, donc revenons un peu sur ces moments clés que sont la naissance, la mort, il y a aussi l'opération. Voilà, donc vous voyez, c'est une manière aussi de dramatiser les films, pour nous donner des moments qui seraient des moments d'acmé et d'intensité. Ce qui m'a intéressé dans les mises bas ou accouchements, c'est déjà une projection, notamment d'une femme, et ça c'est plutôt dans Racetrack,
où quand elle voit un peu la souffrance de la jument qui est en train de mettre bas, elle dit, oh là là, moi je voulais accoucher naturellement, puis finalement j'ai demandé la péridurale. Voilà. Donc il y a tout le temps ce jeu de projection qui est fantastique. On crache toujours sur l'anthropomorphisme, mais pas du tout. L'anthropomorphisme nous permet d'être empathiques. Comme nous sommes nous-mêmes des animaux, nous ne sommes pas que des anthropoïdes, nous sommes aussi des mammifères, nous sommes aussi des primates, etc. Donc notre anthropomorphisme, en réalité, c'est aussi un primatomorphisme ou un mammalomorphisme qui nous permet, en quelque sorte, d'être en contact de façon tout à fait naturelle, je dirais, avec nos chiens, nos chats, etc. Davantage qu'avec une fourmi, d'ailleurs, ou un poisson rouge, pour des raisons de schéma cognitif et corporel. Il y a ça. Et puis, on apprend dans Zoo que, en fait, la petite rhinocéros, parce qu'on avait l'impression, quand on voit la scène de Misbah, quelle équipe extraordinaire, ils sont tout tristes, que la petite rhinocéros, parce que c'est une femelle, en fait, on l'apprend après, meurt et tout. En réalité, on apprend que ça fait 2 ans et demi qu'ils ont envoyé la rhinocéros de Miami à Philadelphie, à New York, pour se faire saillir, pour essayer d'avoir un bébé rhinocéros. C'était une femelle qui devait naître, donc potentiellement d'autres animaux. Et là, il y a toute une économie, évidemment, comme tu l'as très bien dit, de la fabrique de l'animal. Donc même dans les moments où on a l'impression, quand même, ils sont humains et tout, paf, ça vient en quelque sorte achoper sur ce productivisme du vivant. Et ce qui est... Voilà, donc le truc, je pense qu'il y a les artistes, les cinéastes, même les peintres, on est dans un musée, doivent se dire, quand on doit traiter de non-vie ou d'espace où il y a des non-vies, comment faire pour créer du narratif ? Comment faire pour créer 1h30 de film, 5 heures de lecture, etc. Donc il faut... or, le narratif, c'est de la liberté. C'est de l'aventure, c'est des péripéties, c'est des retournements, etc. Et donc on voit que Wiseman, sous ses airs très neutres, je filme de l'extérieur, je ne prends pas part, etc. Tu as parlé de montage tout à l'heure. Il va nous donner effectivement des moments qui sont les moments habituels du zoo, la routine de nourrir, de vider les poubelles, de laver, etc. Et puis des moments comme ça qui vont revenir d'un film à l'autre, l'accouchement ou la mise bas, la mort évidemment, et puis l'opération insupportable qu'on a dans Racetrack, moi qui est un des films que j'adore, sur le champ de course. Peut-être parce qu'il est plus visible que les autres et qu'il est extrêmement drôle. Il y a un côté Buster Keaton quasiment dans Racetrack. Donc, à chaque fois, il y a une opération qui vient mettre en exergue cette intervention de la machine et du mécanisme humain sur l'animal vivant. Et ça me semble très intéressant. Mais il y a aussi, au-delà de tout ce côté idéologique, de vouloir transmettre quelque chose sur ce que nous faisons aux bêtes, qui sont fabriqués par l'humain, mais qui chaque fois, comme dans l'élevage industriel, au moment où je vous parle, sont chaque fois des bêtes singulières, individuelles, qui souffrent et qui sont singularisées. C'est très intéressant de voir dans Primate notamment à quel point tout l'engagement de ces animaux, à moins que ce soit la façon de filmer de Wiseman, à aucun moment ces animaux ne sont désingularisés, ne sont désindividualisés. Ce sont les chercheurs et l'environnement carcéral qui le fait, mais nous, à chaque fois, on est dans un mouvement, je dirais, c'est presque automatique de notre part d'être dans un mouvement de projection et d'empathie avec ces bêtes. Donc voilà, je voulais juste dire que ces moments-là sont des moments de dénonciation, mais aussi des moments de construction narrative pour quelqu'un qui a envie d'écrire ou de filmer. Mais d'ailleurs, il y a dans ces échos qui sont construits par le montage et ces scènes d'opération, il y en a une aussi que j'aime bien dans Zoo, c'est le loup. Alors en plus, le loup, symboliquement, c'est un animal qui est investi de multiples représentations dans nos cultures. Et dans Zoo, le loup est émasculé. Donc il y a une opération comme ça qui vise en quelque sorte à rendre le loup impuissant.
Et si vous vous souvenez de la fin du film, qui est assez magnifique, que moi je trouvais une des plus belles fins de films de Wiseman, c'est ce moment où tout à coup toute l'équipe du zoo se transforme en chasseurs juchés sur des pick-up armés de fusils, et c'est vraiment une scène de safari qui est filmée comme telle d'ailleurs, hein. Il y a un vrai jeu ici de cadrage pour filmer ce safari dans le zoo de Miami, pour partir à la recherche de ces chiens retournés à l'état sauvage qui déciment des bêtes dans leurs enclos. Et tout à coup, en fait, tout ce discours du care, du soin à l'animal, de la protection des animaux tombe parce qu'il y a des intrus dans le parc et qu'il faut les tuer. Et on voit ici s'inverser d'abord toute la logique de soins qui était à l'œuvre, en tout cas dans le discours d'un certain nombre de personnages qu'on a croisés dans ce film. Et puis on voit surtout comment toute cette fiction de l'animal, parce qu'au fond, en fait, au zoo, l'animal est une fiction. Et c'est tout le propos de Wiseman ici que de démonter, de déconstruire cette fiction du jardin d'Éden, de l'harmonie de la nature, de cet atlas zoologique qu'est en fait le jardin zoologique. Et on voit comment toute cette fiction ici tombe sous l'effet très cru en fait de la réalité, et d'une réalité qui est celle de maîtriser une colonie. Enfin, c'est exactement le roman de Wells dont tu parlais tout à l'heure, quoi. Tout à coup, on est dans cette logique-là. Oui, tout à fait. C'est passionnant de voir, comme tu l'as très bien dit, ce sont des chiens retournés à l'état sauvage, des chiens férods. Je vous renvoie vers Un chien mort après lui de Jean Rollin. C'était un de mes Jean Rollin préférés. Et Jean Rollin décide de partir à la recherche des chiens férods, des chiens domestiques retournés à l'état sauvage à travers le monde. Et où est-ce qu'il y a des bandes de chiens? Et ben dans tous les lieux où il y a des guerres, des friches industrielles, de la pollution, enfin voilà, des décharges, etc. Donc c'est un tour du monde là aussi d'un certain désastre, mais avec beaucoup d'humour. Oui, moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté Easy Rider, la fin d'Easy Rider, tu sais, dans cette fin de zoo. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'animal domestique redevient sauvage sous la forme d'un pitbull blanc et de 2 autres chiens qu'on ne voit pas. Et c'est cette domesticité ensauvagée qui vient attaquer le lieu même de la préservation du sauvage. Et là, je vous renvoie vers Que font les rennes après Noël de Olivia Rosenthal, très drôle aussi, sur cette façon qu'a le zoo de construire du sauvage. Et il faut surtout ne pas avoir trop de contact avec les animaux pour qu'ils gardent leur naturalité et qu'ils puissent rester sauvages. Hein, vous voyez, c'est très drôle ces passages-là. Et là, le pitbull attaque des animaux sauvages dans des enclos dont ils ne peuvent sortir. Donc le zoon est atteint. On a un animal libre d'un côté qui s'est libéré, à un côté de la fontaine du chien qui dégage son collier. Et puis il va attaquer ces antilopes de façon épouvantable. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'un des soigneurs d'antilopes, quand il tue le chien et quand il va l'attraper, il le prend, il le jette. On sent une immense colère, mais une colère humaine, hein, parce que ce pitbull a fait tellement de mal aux antilopes qu'on sent qu'il a la haine, hein, comme on dirait aujourd'hui. Et ça aussi, j'aime bien de voir cet homme sortir de ses gonds, en quelque sorte. Je trouve ça assez beau aussi. Hein. Souvent, d'ailleurs, il piège. Enfin, souvent, les protagonistes humains sont un peu piégés ici par le montage. Et notamment, il y a une séquence qui est, pour ça, géniale dans Primate. C'est la seule séquence, et à mon sens, c'est la seule séquence d'interview dans tout le cinéma de Wiseman. C'est une séquence dans laquelle, vous savez, ce scientifique étudie le centre de gravité des corps des primates humains et des primates non humains. Et donc, il travaille avec une petite femelle orang-outan qu'il a rasée. Hein, il a rasé son épaule pour pouvoir y planter des électrodes. Et donc, elle a même un petit pull pour se protéger du froid pendant l'expérience. Et sauf qu'évidemment, elle se prête avec
elle se prête avec peu d'entrain à cette expérience et elle refuse d'aller attraper les quartiers de pommes qu'il a suspendus au plafond, si bien que c'est lui qui finit par faire du trapèze pour lui montrer comment il faut faire. Et comme on comprend rien, et ben, il y a une interview qui est montée ensuite où il explique en fait ce que l'expérience aurait dû prouver, mais qu'on n'a pas vu étant donné que le singe n'a pas accepté de faire le cobaye, quoi. Et c'est lui qui, du coup... Et que c'est lui qui s'y prête. Donc voilà. Et là, il y a toute une espèce d'ironie ici du montage qui vient accuser le retournement en fait, de la situation et l'absurdité de ces rôles que se sont donnés ici le scientifique humain et l'animal. Oui, d'ailleurs, c'est toi qui as attiré mon attention sur cet entretien assez rare, comme tu me le disais dans les films de Wiseman. Hein. Donc, Wiseman interroge visiblement ce scientifique pour qu'il raconte ce qu'il fait. Et du coup, j'ai re-regardé la scène et c'est très drôle parce que le scientifique, le fond, ce sont que des machines qui font du bruit, etc. Donc on a presque l'impression que c'est lui, en quelque sorte, qui est l'objet de l'expérience Wiseman. Hein. Mais là, pour le coup, là, c'est clairement le cas ici. C'est très drôle. Hein. Je ne sais pas quelle heure il est, peut-être qu'il faut qu'on vous laisse la la parole. parole. Ouais. Ou tu voulais revenir sur une autre séquence ? J'avais peut-être juste envie, on a le temps encore un peu ? Oui, Peut-être juste aborder, avant qu'on échange avec vous, la question des procédés, peut-être un petit peu. Donc, moi, ce qui m'avait frappé, évidemment, tout de suite chez Wiseman, c'est le cadrage dans le cadrage. Hein, et ce qui est très impressionnant dans Primate, c'est l'omniprésence des barreaux et surtout des grillages, hein, où voilà, il y a la caméra qui filme l'entour du grillage et l'intérieur du grillage, on voit les animaux. Toute cette question aussi du hors-champ, tu as très bien dit à quel point, avec les bisons et les vaches et les deux cow-boys, à un moment, comment ça se termine, cette wilderness, on voit les vaches qui sortent du champ. Et puis on voit les deux hommes qui sortent aussi du champ, et au moment où les deux humains sortent du champ, on se retrouve avec une nouvelle image, et là en fait on est dans un corridor où des veaux sont poussés vers l'abattoir ou vers l'engraissement. Alors en littérature, on a un très grand nombre de procédés stylistiques pour donner voix, donner corps, se mettre dans la perspective des animaux. Ce qui est très intéressant déjà, c'est que notre vocabulaire critique, alors j'aimerais bien que vous me disiez ce qu'il en est pour vous en études cinématographiques. Nous, le champ critique littéraire, il est obnubilé par le regard. Hein. Étant donné que les humains, voilà, c'est la vision qui est le sens que nous avons qui est le plus développé. On parle de perspective, on parle de focalisation, je note les 3 focalisations, 0, externe, interne. On parle de point de vue, avec Alain Rabatel et Sophie Lawson, par exemple. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'on a déjà un cadrage et un vocabulaire critique qui ne nous permet pas toujours de rendre compte de la pluralité des modes de sensation et de rapport aux mondes animaux. Donc, moi, en tant que zoopoéticienne, j'essaye de me faire des pas de côté, de sortir de ce vocabulaire critique pour essayer de voir comment on peut évoquer les procédés stylistiques pour nous mettre, non pas dans la peau d'une autre espèce, mais pour accompagner d'autres espèces dans notre langage. Il y a souvent l'idée que le langage humain articulé, écrit, c'est une sorte d'antonyme de l'animalité. Tu as parlé de mutisme des animaux, effectivement, au départ. Et en réalité, dès la naissance même de nos aleph-bêtes, qui nous ont donné nos alphabets, aleph-bêtes, voilà, le aleph a donné le alpha grec et le bête a donné le bêta qui nous a donné nos alphabets. Eh bien, on a des images de vivants, d'animaux, d'objets du quotidien, de parties de notre corps dans cet alphabet. Quand vous tapez sur un ordinateur, sur le clavier d'un ordinateur, vous tapez sur un serpent d'eau, vous tapez sur un taureau, vous tapez sur la mer. C'est extraordinaire, hein. Vous tapez sur tout un monde en réalité. Et on écrit avec les animaux depuis tout le temps. Donc, moi, je ne sais pas, je ne suis pas une historienne du cinéma, je ne sais pas quelle place joue l'animal
à l'intérieur de l'invention du langage cinématographique, mais en tout cas pour la littérature, les animaux ont toujours été là, non seulement à l'aube de nos mythes, comme par exemple l'épopée de Gilgamesh ou bien sûr la Bible, avec toute la création des 5e et 6e jours. Et on oublie toujours que l'humain ait créé le 6e jour en même temps que les autres terrestres. Et donc il y a plein d'interprétations. Est-ce que l'humain est créé en dernier parce qu'il est au sommet de la hiérarchie, ou est-ce qu'il ne vaut plutôt il est créé en dernier parce qu'il vaut moins qu'un moustique, nous dit Albert Cohen par exemple. Donc il y a toute cette question-là. La première fois que Adam prend la parole dans la Bible, la première fois qu'un humain prend la parole dans la Bible, c'est pour nommer les animaux. Donc là, il y a plein d'interprétations. Soit c'est une mainmise sur les animaux, soit c'est au contraire la preuve que nous partageons depuis tout le temps le monde avec eux. Et donc les procédés sont d'une richesse infinie en littérature pour donner place aux animaux. C'est pas parce qu'on écrit de la littérature qu'on trahit les animaux, au contraire. Nouveau mot, nouveau monde. Plus on a de mots pour dire le monde quand on randonne, et ben plus on voit le monde. Mais il y a aussi toute la question de la syntaxe qui rejoint, à mon avis, et là je vais te laisser là-dessus, sur toute la question de la syntaxe en littérature qui rejoint la question du montage, du cadrage, du hors-champ, des travelling, etc. Et nous, nos travelling à nous, ce sont les tirets, les parenthèses, les virgules, les points de suspension, les phrases nominales, ça peut être des arrêts sur image. Et donc voilà, c'était juste pour dire que les arts sont vraiment aptes à nous mettre en relation avec les bêtes et pas du tout le contraire. Enfin, pas le contraire, je veux dire, c'est pas un empêchement pour avoir un accès aux autres animaux. Oui, c'est la question de l'altérité dont on parlait aussi hier à propos du voyage de Rossellini en Inde et la façon dont finalement recourir à un art, que ce soit le cinéma ou la littérature, c'est toujours aussi tenter d'entrer dans un rapport à l'altérité. Mais alors après, la question que tu soulevais pour le cinéma, ça serait infini et ça pourrait nous emmener très loin, parce qu'on peut dire que d'une certaine manière, la figure animale, elle a à voir consubstantiellement avec le cinéma. Je veux même dans la logique d'animation des images, l'animation animal, enfin il y a vraiment cette logique-là. Et les toutes premières images chronophotographiques de Edward Muybridge, par exemple, sont les fameuses photographies d'un cheval lancé au galop, et tout le travail de Muybridge aux États-Unis, Étienne Jules Marais en France sur la locomotion animale et humaine mettent en scène des animaux humains ou des animaux non humains qui se déplacent dans un espace. Et on pourrait pousser en fait cette réflexion ontologique sur qu'est-ce qu'une image animée, qu'est-ce qu'une image au cinéma, jusqu'à l'avènement des images non plus argentiques mais numériques, et se demander tiens, s'il n'y a pas quelque chose à penser entre la coïncidence pour moi passionnante entre l'avènement de ces images numériques, donc de ces images qui ne sont plus une impression photochimique par un procédé qui mobilise de la lumière sur une surface sensible, mais qui sont en fait des modélisations numériques à partir de données numériques, et qui sont concomitantes de l'invention des clones, du clonage, les techniques de clonage, donc d'invention d'animaux artificiels. Donc on pourrait en fait écrire toute une histoire des techniques du cinéma en recourant à l'animalité et à la façon dont elle existe dans des environnements naturels ou artificiels. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup, je trouve, pour parler de la question de l'animal au cinéma. C'est John Berger. Vous connaissez John Berger, l'écrivain et... Voilà, et pourquoi regardons-nous les animaux ? Il a un petit texte qui est, je trouve, très juste, où il raconte que, en fait, on a commencé à regarder les animaux le jour où ils ont commencé à disparaître de nos espaces quotidiens, c'est-à-dire le jour où on n'a plus travaillé où on les a remplacés dans les champs par des machines, le jour où ils ont disparu de nos espaces quotidiens, qui étaient aussi bien la ville. On tuait les animaux dans la rue plutôt que dans des espaces séparés comme les abattoirs qui s'inventent au XIXe siècle. Donc tout ce rapport naturel quotidien aux animaux, on l'a perdu au profit
de l'avènement de la modernité. Et d'une certaine manière, le cinéma lui-même participe de cette histoire-là, parce qu'on s'est mis à filmer les animaux pour se consoler en quelque sorte de leur perte, de leur disparition dans nos vies. Et on peut voir même les films comme une sorte de mausolée à la mémoire de ces animaux qui n'existent plus que dans ces espaces de représentation que sont le zoo, le jardin zoologique, le muséum d'histoire naturelle, l'écran de cinéma. Et je trouve que ça dessine une histoire intéressante, parce que si on s'amusait par exemple à raconter cette histoire du genre du film animalier, comme on l'appelle, ou le documentaire animalier, ou le nature film, on verrait qu'il y a comme ça aussi toute une histoire des relations entre hommes et animaux qui se racontent. Par exemple, dans les premiers films, ce qu'on appelle le cinéma d'exploration, ou les safari-films, qui souvent mettent en scène une figure d'explorateur, chasseur, opérateur, qui fait tout à la fois, qui tient le fusil, la caméra, et qui en fait souvent va tuer des animaux, va se filmer en train de tuer des animaux, et qui est souvent l'un des personnages de ce récit de chasse, et qui est une figure qui tend à disparaître du film animalier à partir de la fin des années 20, début des années 30, à un moment où aussi on se rend compte d'abord d'une part qu'on a quand même massacré un certain nombre d'espèces et qu'il en reste de moins en moins, mais aussi à partir du moment où tout à coup on va s'intéresser beaucoup plus à des environnements naturels où l'homme n'est pas présent, et où on va fabriquer une sorte de fiction de nature sans l'homme, dans laquelle la figure humaine ne serait plus présente. Et on voit apparaître comme ça toute une tradition qui va être celle des Disney True Life Adventure Films, Nature Films, qui sont des films dans lesquels la figure humaine disparaît, où on n'a plus que une sorte d'utopie d'un monde animal préservé de toute présence humaine, et donc aussi de toute menace humaine. Et on pourrait comme ça dessiner l'histoire de ce cinéma animalier, de la façon dont il obéit aussi à tout un fantasme de la vie harmonieuse entre humains et animaux, ou au contraire d'une vie animale préservée de la présence humaine. Voilà. Et sur les procédés, alors on n'a pas le temps, mais on le fera ensemble, au moment dans de la un séminaire. Et donc on peut vous remercier, vous laisser la parole surtout. Comment vous êtes mise à vous intéresser d'un seul coup, ou je ne sais pas, de passer de Proust aux animaux dans la littérature? Vous avez tout dit. En fait, j'ai fait ma thèse sur Proust dans les années 90, et ma thèse portait sur la possibilité ou non pour le langage humain. Je savais que c'était oui, mais la possibilité pour le langage humain de nous donner accès à la sensation pure. Voilà. Si vous posez votre main comme ça, ou vous pouvez écrire des pages et des pages, vous pouvez faire un haïku. Voilà. Comment est-ce qu'on peut rendre compte de ce qui est réfractaire à l'ordre du langage et qui serait notre corporéité? Il y a chez Proust, il y a plein de moments, l'ivresse, l'orgasme, la maladie, l'agonie, le désir physique, etc., où il veut nous donner accès à cette sensation pure. Et très rapidement, j'en suis venue à me poser la même question à propos des animaux, justement, réputés mutiques. C'était Élisabeth de Fontenay qui, à la fin des années 90, avait écrit Le silence des bêtes. Et en réalité, on les entend hurler et jouer et chanter, etc., dans beaucoup de livres. Et puis chez Weizmann, il y a une bande-son, ou hier chez Rossellini dans India, voilà, des bandes-sons extraordinaires. Donc c'est à partir de Proust et de l'idée que le langage, c'est pas là pour simplement énoncer des idées, mais qu'il est capable, ce propre de l'homme, parce que le langage créatif, c'est plus à la mode de dire qu'il y a des propres de l'homme, mais c'est pas grave. C'est vraiment quelque chose que nous avons de spécifique, de propre à notre espèce. Et ben, ce langage créatif, qui peut être aussi des chansons, des poèmes, du slam, etc., ou de la danse, du mime, tout ça, c'est tout à fait apte à nous donner à d'autres espèces que la nôtre. Et donc, je me suis enthousiasmée pendant plus de 25 ans à travailler sur cette capacité que nous avons, par des caractéristiques d'espèces qui sont les nôtres, à nous mettre en relation avec d'autres espèces. Voilà.
Ouais, tout à l'heure, vous parliez du début de Primate, où la question de la sexualité qui est hyper omniprésente dans ce film-là, et de la pensée scientifique qui est peut-être issue du patriarcat et du capitalisme. Là. Et il y a quand même ce truc-là, chez les éthologues, c'est l'étude du comportement, c'est toujours l'agressivité ou la sexualité. C'est les premières questions qui sont posées à l'animal. Et ça veut dire aussi beaucoup de choses de ce qu'on pose comme question à l'animal, en tout cas dans la recherche ou même notre vision, quoi. Ouais, c'était ça, un peu. Oui. Et aussi le fait que... comment dire? Maintenant, oui, vous parliez que toutes les choses sont reliées à au mot de la vision. Et aussi, chez les éthologues, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on voit toujours l'animal, on l'observe, on le photographie, on le scanne, on regarde les réactions dans le cerveau. Et même dans les expériences, il y a beaucoup de ces choses-là qui est pris en compte en priorité, c'est la vision. Et d'autres sens où on a du mal à se détacher un petit peu de... Nous, on a un animal qui voit en permanence. Et c'est pas totalement étudié, ça. Comment est-ce qu'un l'animal entend? Comment est-ce que... En tout cas, dans la recherche scientifique, je veux dire. Pas chez les naturalistes, bien sûr. Chez les primates, oui, il a fallu les Jane Goodall que les femmes commencent à étudier les animaux pour culturellement, pas de façon essentielle, hein, mais culturellement, historiquement, leur poser d'autres questions. Et évidemment, en leur posant des questions qui étaient de l'ordre qui n'étaient pas de l'ordre de la hiérarchie et de l'agressivité, elles ont découvert d'autres choses. Hein. Et vous avez raison, ce serait intéressant de faire des expériences en caressant les bêtes. Hein. Et on trouverait sans doute bien d'autres choses qu'en les regardant. Et dans le même temps, le paradoxe, c'est que, par exemple, toutes les... Diane Fossey, Jane Goodall, toutes ces primatologues américaines qui, dans les années 60-70, inaugurent un nouveau type de primatologie, sont paradoxalement représentées exactement à travers l'esthétique que dénonce, l'imaginaire que dénonce Wiseman, enfin que dénonce sans jamais le dénoncer. Hein. Ces films font scandale sans que lui ait jamais tenu un quelconque propos politique ni même polémique sur les films. Les films eux-mêmes font scandale. Mais tout l'imaginaire en fait qui est déconstruit dans Primate, on le voit réapparaître dans les portraits qui sont faits de Jane Goodall ou Diane Fossey en une de National Geographic ou ce genre de revue où elle pose avec un petit singe dans les bras ou bien, enfin, où il y a tout un imaginaire de la maternité, de la féminité qui est reconduit en fait à travers la façon dont elles sont représentées en scientifique, mais surtout en femme. Donc il y a aussi cette ambivalence-là qui continue de... Et après, sur la question de l'éthologie et du primat de la vision, je m'interrogeais parce que je me disais il y aurait sans doute des nuances à aller chercher, par exemple chez quelqu'un comme Konrad Lorenz, qui est un peu l'inventeur de l'éthologie, mais qui a aussi toute une œuvre cinématographique et qui à mon avis, occupe une place un peu singulière dans cette histoire, quoi. Bah, il y a... Ouais, Jacob von Uexküll. Ou Excule, oui, bien sûr. Même si je ne crois pas qu'il ait fait de film. Mais c'est plus pour le concept de l'Umwelt, comment se placer à la place de l'animal et d'essayer de percevoir comme lui. Mais quand même, Konrad Lorenz, c'est lui qui a écrit... c'est un des inventeurs de l'éthologie quand même, et qui a écrit sur l'agressivité. Et lui, son truc, c'était l'agressivité. En plus, il a toute une histoire personnelle qui est quand même un peu trouble. Oui. Et un parcours un peu trouble, mais je ne savais pas qu'il avait fait des films, par exemple. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Oui, les films. Il y a aussi Karl von Frisch, qui est aussi le même genre de personnage, avec aussi un parcours un peu trouble. Mais en tout cas, ils ont recours au cinéma comme une méthode d'observation, quoi. On peut les voir, ces films-là, quelque part? Ils sont à la Cinémathèque de Vienne. Ok, cool. Merci. Moi, je me suis dit que Wiseman avait pu filmer ce qu'il a filmé, mais aujourd'hui, il ne pourrait plus. Mythe, qui le laisserait entrer? Parce qu'on ne se méfie pas de ce petit bonhomme objectif, soi-disant, qui va aller plein pot filmer ça ou ça. Et je pense que sur les 46 films qu'il a fait, peut-être qu'il arrivera encore à en faire 10, 15, pas plus. Titicat de folie, comment il est rentré dans cette prison? Comment aujourd'hui on peut rentrer dans une prison et filmer ce qu'il a filmé?
sans polémique, sans discours politique, mais au bout du bout, son film est très subversif et plus politique qu'un film militant. Et ce qu'il raconte, pour moi, ça n'a rien à voir ni avec les animaux, ni avec la folie, ni avec la prison. Ça a à voir avec le capitalisme qui conduit à la folie, qui construit des processus de mort, parce qu'il aboutit toujours à la même chose. Hein. On aboutit toujours à des processus de mort, mortifères, destructeurs. C'est une anthropologie, ce qu'a dit Federico ce matin, hein, une anthropologie négative, qui on peut trouver aujourd'hui comme cinéaste, documentariste, qui est ce protagonisme-là, on va dire. Alors des gens qui vont éprouver quelque chose de la transgression ou de la cruauté ou de la violence humaine, il y en a d'autres. Enfin, ne serait-ce que par exemple Werner Herzog, qui est aussi quelqu'un qui s'intéresse à la question de la limite et de la loi. Mais je pense très différemment de Wiseman, qui lui a une vision, je pense, très pessimiste de l'humanité, mais qui n'a pas ce goût, en tout cas cette fascination pour la transgression qu'on trouve par exemple plus chez Herzog. Mais on pourrait aller chercher, ou je pensais quelqu'un comme Gianfranco Rossi aussi dans un tout autre genre. Enfin, on pourrait aller chercher des cinéastes comme ça qui explorent. Le seul que je vois, c'est Wang Bing. Pardon ? Le seul que je vois, c'est peut-être Wang Bing, qui persiste. Comme vous dites, l'obsession, il y a quelque chose qui va plus loin que lui-même. Il n'a jamais l'affaire, mais c'est le seul. Hein. Mais après, il me semble qu'il y a quelque chose du... En fait, il y a quelque chose du récit quand même. C'est intéressant parce qu'à chaque fois, par exemple, deux des films, au moins là dont on a parlé, Primate et Meat, en 74 et 76, font scandale. Primate, à tel point que le directeur du York Center essaye de faire interdire la diffusion à la télévision. Il obtient qu'un message soit diffusé avant le film, ce qui est pire parce que le message est grotesque. Enfin, donc il y a tout un... Et Wiseman se défend comme il s'est toujours défendu depuis Titicut Follies en disant « mais je n'ai fait que filmer ce qui se jouait dans ces espaces. Je n'ai rien mis en scène, je ne suis pas intervenu. » Et c'est sa ligne de défense constante. N'empêche que je trouve que le plus fascinant, c'est qu'on voit que dans tous ces films, il y a des effets de récit qui sont construits par le montage. Et à tel point que, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le film de Todd Phillips qui est sorti récemment, là, le deuxième opus de Joker. C'est tout le début du film dans la prison où est détenu le personnage est une représentation de Titicut Follies, d'une scène de Titicut Follies. Et il y a énormément de cinéastes de fiction, de Gus Van Sant pour Elephant, qui se sont inspirés, enfin qui ont littéralement cité Wiseman dans des séquences. Et ce goût du récit, de la narration, je pense que souvent on a tendance un peu à l'oublier au profit du documentariste, de l'éthique documentaire de Wiseman, non interventionniste, etc. Mais je pense que c'est un narrateur. Enfin, je pense que c'est un romancier. Un narrateur, et puis surtout, c'est pas du tout neutre. Enfin, Wiseman, c'est sa ligne de défense. Il a bien raison de se défendre comme il le peut, mais il sait très bien qu'il pose pas sa caméra, qu'il s'en va, puis qu'après il va faire un petit montage de ci, de là. Hein. Donc il y a un propos qui est un propos évidemment politique et polémique. Dans le montage, il y a ces effets aussi cruellement comiques, hein, qui nous amènent à des situations paradoxales de violence et de maternité en même temps, par exemple, des choses comme ça. Donc, évidemment que ça doit énerver les gens qui sont filmés quand il dit je n'ai fait que filmer. Hein, c'est très amusant. Mais moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui. Alors, déjà, nos régimes de sensibilité ont changé.
C'est-à-dire, c'est intéressant ce que tu dis sur les scandales qu'ont fait un certain nombre de ces films, mais s'il a pu rentrer dans certains endroits, c'est parce qu'on ne savait pas ce qu'il ferait et que lui-même a contribué à transformer un régime de sensibilité qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus rentrer n'importe où. Mais après, il y a quand même des gens, je pense pour les abattoirs, Manuela Frésil dans Entrée du personnel, même Maud Granger dans Gorge, Cœur, Ventre, etc. C'est pas pour elle, c'est pas un documentaire, mais pour Manuela Frésil, c'en est un. Et il y en a beaucoup, hein, des documentaires extrêmement passionnants aujourd'hui sur l'élevage industriel et l'abattoir. Donc on peut encore entrer dans ces lieux-là. Je pense. Tout dépend, voilà, tout dépend comment. Et puis, bon, sans parler évidemment des images qu'on vole, hein, qui sont bien utiles. Merci beaucoup. Merci chaleureusement. Hein.